merci à vous tous d'être parmi nous. Alors comme vous avez pu le constater sur ce rappel réglementaire, je pense que vous l'avez peut-être expérimenté aussi, ce texte n'est pas simple, c'est le moins qu'on puisse dire. On a encore pas mal de flou et de choses à éclairer via nos compétences, puisqu'il semblerait que il faille que nous soyons force de proposition. Donc c'est tout l'objet de ces rencontres, de ces perspectives sonores, c'est aussi de faire se rencontrer deux mondes professionnels qui n'avaient pas auparavant, bienvenue Alexander, rejoins-nous, qui n'avaient auparavant pas trop l'habitude de travailler ensemble, c'est à savoir le monde des bureaux d'études acoustiques et notre secteur professionnel du spectacle vivant musical. On pouvait avoir des échanges bien sûr, mais là le texte en fait nous demande quand même des échanges beaucoup plus fournis et un travail beaucoup plus approfondi de la part des bureaux d'études acoustiques. Alors, donc ces derniers sont en charge, bien sûr, des études d'impact des nuisances sonores. Et là, je vais repasser la parole à Jackie Levesque pour nous faire un petit point sur les EINS que l'on a pu déjà relever. Oui, alors sur la base d'une dizaine d'études d'impact de nuisances sonores qui émanent de bureaux d'études acoustiques, que je qualifierais de traditionnels, ce sont des bureaux d'études acoustiques qui habituellement font des études acoustiques dans le monde industriel, dans l'environnement, sur des problèmes de bruit ferroviaire, sur des problèmes de... Voilà. Ça, c'est une maîtrise qu'ils ont et sur laquelle ils ont un certain nombre de compétences. Mais celle que j'ai étudiée, en fait, c'est plutôt ce type de bureau d'études-là et qui avait peu ou pas du tout collaboré avec les acteurs de sonorisation de l'événement. Donc c'est pour ça que ce que je vais vous dire concerne cela. Ça ne concernera pas évidemment d'autres études qui ont pu être faites en collaboration et qui vont être développées plutôt dans l'atelier après. Donc sur l'ensemble des études d'impact d'une nuisance sonore, on avait en conclusion un non-respect des valeurs d'émergence, qu'elles soient globales ou spectrales, chez les riverains, sur la totalité. Deuxième point, il y avait quand même des difficultés qui étaient assez récurrentes, j'ai noté, de représentativité de la mesure du bruit résiduel. Vous savez que en fait, l'émergence, c'est ça, on va mesurer un bruit résiduel en dehors de l'activité, et puis ensuite, on va mesurer le bruit de l'activité. Sauf que ces deux temps de mesure ne peuvent pas être simultanés, puisque par définition, lorsque ça fonctionne, on ne peut pas faire du bruit résiduel. Donc on décale ce bruit résiduel, on voit bien que certains bureaux d'études prennent des temps relativement courts, qui sont issus de la norme 31010, donc ils font des mesures d'1 heure, qu'ils prennent à différents moments de la journée, mais pas forcément ceux qui sont en corrélation directe avec l'occupation de l'événement. Donc ça, c'est un problème qui a été relevé. Le troisième problème qui est important aussi, c'est le rôle prépondérant des 63 Hz, dont on a parlé, donc les très basses fréquences qui ne sont pas prises en compte par la réglementation, mais qui sont par contre systématiquement évoquées dans ces études d'impact. C'est-à-dire que même si ce n'est pas réglementaire, on voit bien que les bureaux d'études vont chercher ces valeurs-là. Le quatrième point, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune mesure de l'exposition du public dans ces études d'impact. C'est-à-dire c'est quand même une problématique importante parce que du coup, l'aspect protection du public n'est pas du tout pris en compte dans ces études d'impact. Ça pourrait être en plus une information intéressante parce que si on connaît le niveau sonore à l'émission, on peut en déduire un certain nombre de choses chez les riverains. Donc, pour faire simple, il y a un déficit de collaboration, que ce soit une collaboration qui est prospective, qu'elle soit corrective ou prescriptive, entre les bureaux d'études acoustiques et l'ensemble des acteurs de la sonorisation des événements. Alors, c'est un ensemble, bien sûr, c'est le prestataire, c'est le caleur système, c'est les sonorisateurs accueillants et également ceux qui sont accueillis, parce qu'ils ont un rôle important dans la chaîne de sonorisation qui n'est pas du tout négligeable. Ça a été également abordé par Guillaume précédemment. Il est clair que là, on a un déficit de formation de l'ensemble des acteurs. Je pense que les bureaux d'études ne connaissent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'un événement en termes techniques.
Et également, les sonorisateurs parfois ont du mal à comprendre quels sont les enjeux qui sont ceux des bureaux d'études. Le coût des EINS, donc des études d'impact, qui, à mon avis, doit considérablement augmenter. Vous savez que les études d'impact, en général, pour les festivals, en tout cas en plein air, c'est plutôt entre 5 et 10 000 euros. Très souvent, ce budget, pour en avoir parlé avec les bureaux d'études qui ont réalisé ces études, il a été largement dépassé. C'est-à-dire qu'on n'est pas rentré du tout dans cette fourchette. Je pense que ce coût va considérablement augmenter si on veut résoudre l'ensemble des difficultés qu'on a énoncées précédemment. C'est-à-dire que si on veut vraiment faire beaucoup de points de mesure à la réception, qu'on veut également regarder ce qui se passe au niveau de l'audience, qu'on veut travailler sur du 63 Hz, enfin, si on veut travailler surtout sur une solution qui va être la solution de la directivité pour limiter les problématiques par rapport aux riverains, à mon sens, ces coûts vont certainement beaucoup augmenter par rapport à ça. Voilà, donc des solutions techniques, malgré tout, existent. Là, je vous ai donné un bilan un peu pessimiste parce qu'effectivement, ces bureaux d'études ont travaillé un petit peu, j'allais dire, à l'ancienne. Je pense que maintenant, on va pouvoir travailler sur des solutions techniques qui ont été expérimentées au moins à 2 endroits et qui vont permettre d'avoir des perspectives un peu plus réjouissantes sur la réussite de ce projet. Alors Jean-Paul Van Kuik, président du GIAC et également membre du Conseil national du bruit, a travaillé avec Agisson sur une expérimentation, notamment sur le festival Mars Attack. Tu as aussi déjà fait d'autres études d'impact des nuisances sonores, bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, quelles sont, d'après toi, les principales difficultés justement pour un bureau d'études acoustiques sur ce type d'événement ? Elles sont multiples. Effectivement, il y a le premier, c'est le choc culturel. C'est-à-dire qu'il faut arriver à parler le même langage avec les sonorisateurs, comprendre les contraintes aussi qui sont très importantes. Le choc culturel, c'est quand même important. C'est-à-dire que nous sommes plutôt attentifs ou formés à ce qui se passe à l'extérieur du festival, alors que le sonorisateur, beaucoup de sonorisateurs, l'important c'est la qualité du son sur le public, le reste c'est pas bien grave. Et donc là il y a j'allais dire des pas à franchir d'un côté et de l'autre. Et tout l'enjeu, je pense, c'est d'avoir une collaboration importante dès la conception de la scène, de manière à ce que les choix technologiques soient faits pour limiter l'impact sonore vers l'extérieur. Donc il faut un vrai travail en amont, de manière succincte. Comment s'organise le planning pour une étude d'impact des nuisances sonores, justement, encore une fois, sur ce type bien particulier d'événement ? Alors, dans la réalité ou dans... Non, on va dire dans la vraie vie. Dans la pratique, on est toujours appelé trop tard. Mais non, il faut qu'on soit présent le plus en amont possible pour pouvoir envisager l'ensemble des solutions avec la direction technique. Ouais. Parce que de toute façon, ces solutions ont aussi un impact financier et qu'il faut anticiper d'un point de vue gestion. Tu nous en dirais un petit. On va revenir dessus, voilà. Effectivement. Après, dans le planning, il y a une réflexion sur laquelle on peut, en acousticien, apporter des réflexions d'un point de vue cartographie, donc impact prévisionnel. Il y a cette fameuse caractérisation des résiduels qui est assez, j'allais y venir justement, oui. Qui est extrêmement délicate parce que quand on a un objectif de 3 ou 5 dB d'émergence, 3 dB, ça veut dire que le bruit généré par le festival ne doit pas être supérieur au bruit ambiant. Sauf que si on fait les mesures de résiduels, je sais pas, 2 mois avant, on n'est pas certain que pendant les périodes estivales, on est même sûr que pendant les périodes estivales, on ait les mêmes valeurs. Ce qui veut dire qu'on pénalise le festival. Si on fait les mesures avant l'activité et après l'activité, on n'est pas dans l'activité. Donc,
fatalement, on n'a jamais les conditions réelles de résiduel en même temps sur la même période, sauf éventuellement de faire une campagne de mesure une semaine avant. Mais voilà, c'est... Il n'y a pas de méthode, on va dire, idéale pour justement définir un bruit résiduel, parce que c'est quand même hautement contesté. Demain, on le verra d'ailleurs, si certains d'entre vous seront là avec un expert auprès de la Cour de cassation. C'est hautement contesté, donc il n'y a pas de méthode. Les mesures de résiduel sont les plus difficiles à avoir, parce que bon, votre source, vous la maîtrisez. Par contre, le résiduel, je dirais, il fluctue dans la journée et dans la période de l'année. Donc selon où vous êtes et selon comment votre méthodologie, quelle est votre méthodologie de travail, soit vous êtes en dehors des plaques, soit vous avez des valeurs sécuritaires qui mettent le festival en danger. C'est jamais c'est un juste compromis. Après, il y a d'autres, mais il faudrait sortir de l'aspect purement réglementaire, c'est de regarder le problème non pas en termes d'émergence, mais en termes de niveau maxi en façade des riverains. Donc ce serait une nouvelle méthode mais là, qui ne répond pas à la réglementation. Ça, je pense que sensu, on va dire. Complètement, et ça ne peut passer que par un dialogue profond avec les riverains, l'organisateur et les services locaux d'hygiène et sécurité. Un maître mot, ça, je pense qu'on va retrouver souvent le dialogue avec les riverains. Oui. Nicolas, vous avez travaillé donc avec Jean-Paul sur le festival Mars Attack. Vous avez pu expérimenter cette relation avec le BEA. Est-ce que vous pouvez nous dire l'un et l'autre, justement, quelle est la perception des niveaux sonores? Vous n'avez pas tout à fait la même logique, j'ai l'impression. Quel a été un petit peu ce bilan, on va dire, général autour de cette relation, parfois peut-être un peu difficile dans justement ce choc culturel. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, il y en a un qui trouve ça trop fort et l'autre. Non, mais ça a été dit, c'est-à-dire que au stade où on en est pour l'instant, on est en train de s'apprivoiser. On se rencontre. Je pense qu'effectivement, les bureaux d'études, pour l'instant, se sont toujours intéressés à ce qui se passe au niveau des riverains à l'extérieur du festival, et que nous, à contrario, on s'intéresse uniquement à l'expérience publique. Voilà, avoir un son de qualité, suffisamment de ressenti. Sur Mars Attack, effectivement, sur l'édition 2021, on a eu de fortes plaintes de riverains. Et c'est ce qui nous a poussé, pour le coup, à commencer à nous intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. Oui. Voilà. Alors après, on discute. Ouais, c'est ça. On n'est pas d'accord sur le résiduel. On n'est pas d'accord sur un certain nombre de points, mais on va trouver. Et je pense que, moi je pense qu'on est au tout début juste de la relation. Et c'est une construction. C'est ça. Alors, à toi et Alexander, est-ce que d'après vous, dans vos métiers, le décret son est suffisamment connu, appréhendé et par les professionnels autour de vous? Non. Pour moi, au niveau des professionnels, et je me considère dedans, parce que moi j'ai découvert ce décret quand je me suis retrouvé face à cette problématique. Pour en discuter avec des partenaires, soit sonorisateurs, soit prestataires. Alors, ils sont au courant effectivement des valeurs 102 dB, 118 dBc, mais ils ne sont pas au courant qu'on doit prendre en compte toute la partie riverain et nuisance à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin voilà. Oui, il n'y a pas suffisamment d'informations. Non, et en tout point, par exemple, ça, je suis pas sûr le en tout point accessible au public. Point, pour l'instant, à mon avis, nous on s'assure, les sonorisateurs s'assurent qu'au niveau de la console, au niveau de l'afficheur, c'est bon, on a 102, ouais, voilà. 118, tout va bien.
A priori, on a 118 ça partout. sera l'objet de notre échange de cet après-midi. Donc, il est affiché 118. Voilà, En permanence. sera l'objet c'est un rappel important, effectivement, le en tout endroit accessible au public. Effectivement, les niveaux sonores ne sont pas à respecter à la console. Du coup, Alexander, est-ce que voilà, tu fais le même constat par rapport à l'information et la sensibilisation, on va dire, des techniciens? Est-ce que finalement, aussi, j'ai envie de vous demander, est-ce que les techniciens sont aussi un peu sensibilisés quand même sur les problématiques environnementales? Aujourd'hui, on applique on essaye en tout cas de tout doucement, grâce aussi à notre travail sur les festivals, à tout doucement transmettre aussi cette vigilance. Mais aussi historiquement, on nous a la base du sonorisateur, on a historiquement dit on sonorise un public. Donc nous, on est concerné sur une audience et on essaye de chercher, bien sûr, pour l'organisateur, nous, prestataires sonorisateurs, à chercher le meilleur, mais dans la protection. Hein. Alors bon, on est tous d'accord pour que de manière intrinsèque, si on est déjà dans la protection, on émerge, on est censé émerger moins, comme on disait. Cependant, aujourd'hui, la grosse problématique, c'est que, par exemple, pour certains festivals, chaque accueil, donc par rapport au riser, nous demande une certaine problématique. Par exemple, on a souvent les Anglais qui arrivent avec des niveaux sonores qui sont au-dessus de la norme. Donc, première chose, on leur explique qu'en France, il y a une norme, comme on fait souvent la Villette déjà en accueil. Ensuite, la deuxième problématique, c'est que lui va modifier son calage. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il va modifier tout le système que vous allez mesurer pendant l'étude d'impact, en amont. Donc, ça veut dire que si le prestataire, on verrouille une étude d'impact, on n'est pas censé modifier un seul réglage. On est tous d'accord. L'amplitude, le délai, pour faire simple. Le problème, c'est qu'il suffit qu'il y ait le sonorisateur qui dise attendez, moi je joue à 115, je veux plus de bas, je veux plus de chest, je veux plus d'impact. Oui, monsieur le mixeur, on va vous mettre du chest parce qu'on est dans la norme. On ne touche pas encore les 118 pour le moment, ni les 102, mais il y a plus de bas. Le problème, c'est que tout de suite, ça met en défaut toute l'étude d'impact que vous avez rédigée. Hein. Première problématique. Nous, aujourd'hui, si on verrouille l'étude d'impact, ça veut dire... et qu'on verrouille le calage, ça veut dire qu'en termes d'accueil, il faut que dans les risers, ça soit bien expliqué que sur ce festival, sur cette étude d'impact-là, on ne peut pas modifier le calage. On est d'accord, je pense. Oui. Il y a quand même quelque chose qui est fondamental dans le décret et dans l'arrêté d'application, c'est que pour les festivals, l'étude d'impact est évolutive. C'est-à-dire que le législateur conçoit bien qu'on ne peut pas dire tac, on cale les niveaux, c'est fini, point barre. Par contre, ce qu'il faut, c'est avoir une démarche positive qui vise à protéger le riverain. Donc, dans cette démarche, c'est des réflexions en amont, des études, des réflexions juridiques aussi, hein, au niveau des contrats avec les intervenants, les artistes. Tout ça entre en compte pour pouvoir objectiver le... Tout à fait, toute une chaîne de responsabilité, effectivement. C'est pas sur un coup. Intrinsèquement, depuis votre venue sur les festivals, depuis un certain temps, on est sensibilisé. Hein, on se rend compte des choses et on essaye, je pense une majorité essaye de travailler en amont un maximum. C'est pour ça qu'on attend aussi aux organisateurs de tout de suite être mis en relation avec aussi vous, les acousticiens, et tout de suite trouver, pas être face au fait accompli de notre design et dire voilà, on n'a pas fait gaffe, on a mis la scène à l'envers, ou bien on a mis la ligne de sub du mauvais côté et on est droit dans les riverains. On peut travailler ensemble et je pense que oui, il faut travailler ensemble et il faut que tout le monde soit au courant de ces problématiques-là, justement pour que c'est pas mauvais. On rentre dans quelque chose où c'est une nuisance. Donc de toute façon, ça fait partie de notre métier, nous professionnels du spectacle, de rentrer dans ces conditions-là. Et de toute façon, on n'aura pas le choix, c'est pour le bien-être de tout le monde et surtout la sécurité publique. Donc je pense que oui, il faut tendre. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que personne n'est au courant. Il y a des gens qui sont quand même au courant, on a la chance. Mais il faut aller plus loin pour répondre à la question. Ok. Ça va également dans la pérennisation des festivals. Tout à fait, absolument, effectivement. C'est pour ça que je demandais si les sonorisateurs, les techniciens étaient un peu au courant des problématiques environnementales que pouvait rencontrer un événement. Parce que c'est effectivement, si on a cette prise en compte, déjà, on peut peut-être aussi améliorer les choses en conscience. David, tu as donc travaillé aussi sur Mars Attack, travaillé sur la directivité. Est-ce que tu peux nous dire déjà un petit peu ce qui a été fait sur un système qui était déjà établi, sur lequel tu as dû intervenir, et un petit peu quelles sont les autres solutions potentielles ou alors les choses qu'il faudrait anticiper davantage aussi.
Oui, alors anticiper, c'est la base de la, la base de la solution. La première chose, c'est déjà de travailler ensemble avec les acousticiens. Tu parlais de design. Aujourd'hui, le tout début, c'est on oriente correctement la scène. Ça, c'est le début de tout. C'est par là qu'on commence. Une fois qu'on a fait ça, en ayant estimé où est-ce qu'il y avait les riverains et en ayant estimé où est-ce qu'il y avait le moins de bruit de fond, après, on cherche ensemble à trouver la bonne solution pour minimiser l'impact sur les riverains en concentrant le son sur le public. Donc concentrer le son sur le public, ça se fait aujourd'hui avec du matériel standard en sachant le mettre en œuvre, en utilisant en fait plusieurs subs qu'on couple de telle façon à ce qu'ils s'annulent là où on veut plus de son et qu'ils s'additionnent là où on en a besoin. Donc ça, c'est de la technique relativement standard. Et c'est essentiel parce que du coup, ça permet de gagner une vingtaine de dB en général. Ce qui n'est pas anodin. Ce qui n'est pas anodin, ça fait diviser par 100 la puissance. Et surtout en termes de ressenti pour les riverains, on passe de quelque chose qui est totalement inacceptable à quelque chose qui dérange légèrement, mais du coup, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc cette notion de directivité, elle est fondamentale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est relativement mal mise en œuvre parce que méconnue. Donc il y a quelques gros caleurs système, des gens qui font des très gros trucs qui la maîtrisent. Mais aujourd'hui, on a un manque de formation là-dessus, et notamment dans son usage. C'est-à-dire que c'est souvent l'ingénieur système connaît un petit peu ce truc-là. Par contre, on peut de toute bonne foi, par exemple, se dire qu'on va baisser un peu les subs. On a eu le problème, nous, sur Mars Attack. Le mixeur a voulu baisser les subs, ça part d'une bonne intention. C'est-à-dire, on fait trop de bruit, on baisse les subs. Sauf que comme on avait mis un système anti-bruit actif derrière et qu'on n'a pas baissé l'anti-bruit actif, l'anti-bruit actif, finalement, faisait plus de bruit que si jamais on n'avait pas eu de mêlée anti-bruit actif. Parce que du coup, il est devenu actif et au lieu de perdre 13 dB, on en a gagné 3. Donc, aujourd'hui, on a un vrai déficit dans les mises en œuvre, et il faut comprendre que c'est par la discussion de tous ensemble, en comprenant vraiment ce qu'on fait, mais dans le détail, qu'on est après capable de maîtriser ce genre de système-là. Un système directif, vous changez la moindre petite chose et c'est fini. Vous changez une EQ sur une des lignes, c'est fini. Vous déplacez une des lignes parce qu'à un moment, le sub il n'est pas bien là, puis que vous le préférez ailleurs, c'est fini encore. Donc, ça demande de la maîtrise, ça demande une conscience de ce qu'on est en train de faire, et donc une formation. Et pour l'instant, on est toujours dans le concept. Quand on écoute devant un système, vous variez d'un mètre, ça fait varier d'un dB. Vous prenez 2 subs, vous les additionnez. Si vous les décalez d'un mètre, la sommation, au lieu de se sommer à plus 6, il somme qu'à plus 5. Par contre, quand vous êtes en annulation, que vous visez 30 dB d'atténuation, ce même petit dB de variation, c'est 6 mm. Donc ça veut dire que dans notre tête, quand on résonne de l'avant, on raisonne que l'ordre de grandeur de la précision, c'est 1 mètre, alors que quand on est en annulation, à 10 mm, on perd ce dB. Donc en fait, on a un besoin de comprendre que quand on vise l'annulation, on a besoin d'une précision extrême. Et ça, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est naturel. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend, parce qu'on nous a toujours appris à regarder ce qui se passe devant. On nous a appris à optimiser nos systèmes pour qu'ils s'additionnent devant, pour qu'ils soient bons en termes de réponse impulsionnelle devant. Mais du coup, on n'a pas la conscience de cette petite différence entre quand on regarde l'annulation ou quand tu regardes le son direct. Le son direct, c'est 1 mètre. Le son qu'on cherche à éliminer, c'est 10 mm. C'est fondamentalement très différent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit appréhender et que pour l'instant, les gens n'ont pas dans la conscience. Donc un défaut peut-être effectivement de formation et puis beaucoup de protagonistes quand même autour de tout ça, qui fait que avec des objectifs, on va dire, un petit peu différents. Est-ce que néanmoins, parce que tout à l'heure tu parlais du calage système et du fait qu'on pouvait, si on réglait déjà le son pour le public, on appréhendait mieux l'environnement. Je te pose aussi la question à toi, David. Est-ce que les deux sont compatibles en fait dans cette réglementation? Est-ce qu'on peut réussir à additionner les deux et à rendre possible les deux notions? Je pense qu'on est tous d'accord sur une mauvaise mise en phase dans le public. L'énergie va quelque part. Ça somme quelque part, en tout cas. Pas forcément là où on veut, évidemment. Donc, souvent, la grosse crainte
certains caleurs ont, c'est que si on fait une mauvaise mise en phase à un endroit par rapport au point de référence dans l'audience et qu'on se trompe, il y a de fortes chances quand le mixeur voudra monter notre système, en fait cette énergie se sommera quelque part et là où on ne veut pas. Le problème c'est que là où on ne veut pas, c'est par exemple quelque chose qui détériore, par exemple, typiquement pour la protection des publics. Si aujourd'hui, par rapport au point de régie, on est décalé, souvent c'est le premier rang qui prend, parce que le mixeur voudra sûrement monter, et du coup, le premier rang, déjà, on n'est plus dans les clous. Deuxième chose, je pense que David pourra mieux répondre que nous par rapport à la longue durée, par rapport au champ lointain, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est là où je pense que nous, il faut vraiment qu'on travaille avec eux, parce que nous, on regarde souvent par rapport à la régie, par rapport à l'audience, mais il faut aussi, je pense, regarder à ce qu'on le fait en tout cas, c'est cette mise en phase ou cette temporalité. Il faut regarder aussi ce qui se passe sur l'alentour. Typiquement les mauvaises lignes de sub ou les cardios qui sont mauvais, on se trouve, ça s'annule pas forcément là où on aimerait, donc ça s'annule que sur scène et puis après sur les côtés on oublie, comme dit David, la précision sur la partie annulation, elle est très compliqué et nous on a aussi un temps qui est compté pour le mettre en place et ce temps-là il est extrêmement compliqué, si tu as un peu de méthode, si on a un peu de méthode, on est censé y arriver. Le truc, je vais prendre un exemple, par exemple sur un festival qui s'appelait Dream Nation, où il y avait des grosses problématiques parce que du coup ça joue toute la nuit à 300 mètres des riverains, de la techno, trans, tout ce qu'on peut avoir de plus techno, donc c'est très compliqué, mais du coup si jamais on le paramètre un petit peu avant, on arrive quand même à faire des choses. Après, pour en revenir sur les lignes de sub, un des trucs, c'est qu'aujourd'hui, un caller système règle sur son audience, donc il met son micro sur son audience. Quand vous voulez ajuster des problèmes pour les voisins, c'est chez les voisins qu'on fait les mesures. Donc votre micro de calage système, il est chez les voisins. Et ça, aujourd'hui, personne ne fait. Personne ne fait parce que aujourd'hui, c'est rare d'avoir des gens qui ont des sondes connectées qui permettent de faire ça, mais n'empêche que c'est un outil qui te permet de gagner énormément de temps et qui te permet de voir tout de suite le résultat. Quand tu as en instantané chez ton riverain ce qui se passe, c'est très facile, mais même en gestion. C'est beaucoup plus facile quand on est derrière la console en train de faire un mix. Si jamais tu as le retour de ton voisin, tu sais ce qui se passe en temps réel chez lui, c'est très facile d'ajuster et de savoir que ça, ça fout vraiment le bordel ou pas. Donc, on a aujourd'hui un manque de formation et un manque d'outils pratiques adaptés à ça. Les subs qu'on a aujourd'hui, quand on veut créer vraiment de la directivité, on est obligé de faire des assemblages. C'est pas comme ça qu'il faut faire aujourd'hui. Ce qu'il faudrait, c'est avoir des subs qui soient naturellement adaptés à ça. C'est ce que nous, on essaie de faire pour faciliter la vie des gens. Avoir des sondes qui soient naturellement faciles à se connecter, qui te donnent tout de suite une information réaliste, que quand tu dis « Ok, maintenant, je cale en tempo », tu as un bouton qui te dit « Là, maintenant, je vais caler en champ lointain à 500 mètres, calage de ligne avant, calage de la ligne arrière », et ça fait tout seul et tu t'en parles plus. C'est pas compliqué aujourd'hui, d'un point de vue technologique, on sait le faire. Oui. Mais c'est juste qu'on n'a pas encore appréhendé tout ça et donc on n'a pas encore le matériel qui permet de le faire facilement. Donc de l'innovation en termes de matériel et une plus grande communication avec les bureaux d'études acoustiques sur tout ce qui relève de l'environnement. Comme disait, si jamais tu as mal orienté ta ligne, à un moment, si jamais ils t'ont pas dit où fallait le mettre, puis que toi tu l'as mis en plein dans les riverains, tu peux essayer tout ce que tu veux. D'autant plus qu'il y a aussi... on a eu aussi l'expérience. C'est aussi une rigueur de travail. C'est-à-dire qu'il suffit qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais un sub qui est mal câblé, ça peut passer. Mais sur cette partie-là, c'est catastrophique. On a eu l'expérience, c'est catastrophique. Une petite erreur peut littéralement bouleversé parce qu'on travaille au dB près sur les études. On rendit compte, 33 dB d'émergence. Pour rentrer dans la target, il faut quand même y aller, quoi. Et le moindre chose, c'est catastrophique. Cependant, aujourd'hui, c'est vrai qu'aller dans le cardio natif, par exemple, je sais que nous, on a la chance d'avoir des produits qui sont cardio natifs et ça permet déjà d'assurer quelque chose qui marche. Comme propose aussi David. Et ça, il faut, pour nous, du coup, si le constructeur nous propose des produits cardio-natifs, on se concentre et qu'il nous valide déjà à une certaine atténuation, une certaine réjection, ça nous permet aussi de nous concentrer vers l'avant sans faire des erreurs déjà plus poussées, et ce qui est intéressant. Voilà. Ouais. Je pense que c'est là aussi il faut un détail très vite. Ouais. Par exemple, dans les erreurs à pas commettre, c'est d'avoir des HP qui sont d'un côté vieux et l'autre pas.
Parce qu'aujourd'hui, votre HP, si jamais il varie d'un dB, eh ben, vous n'avez plus l'atténuation. Donc, un des trucs standards auxquels on ne pense pas, c'est que si jamais vous avez des gamelles qui sont usées et des gamelles qui sont neuves d'un côté, eh ben, il faut passer par une étape d'ajustement de chacune des gamelles, ou du moins de chacune de... Donc, si vous avez des gamelles très vieilles, il ne faut pas les coupler avec des gamelles neuves. Et ça, aujourd'hui, on n'y pense pas. Mais malheureusement, sur le taux de réjection, quand vous cherchez des fortes réjections, là, par exemple, ce qu'on a fait en bas, là, il y a 30 dB de réjection, pour avoir 30 dB de réjection, il n'y a pas à chier, il faut que tes gamelles soient neuves ou qu'elles soient appairées. Donc, que tu aies la démarche d'aller calibrer tous tes systèmes avant, et donc de le vérifier dans le parc, et ainsi de suite. C'est une fois de plus un problème d'habitude. Mais si jamais on le sait, c'est bon. Si on ne le sait pas, ça ne marche pas. Arnaud Perrine, à kilomètre 25, vous avez été soumis à de nombreuses plaintes de riverains et ne s'agissant pas d'un festival mais d'un lieu pérenne, il a fallu quand même trouver des solutions. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors de nombreuses plaintes, quelques-unes bien placées surtout. C'est souvent comme ça, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut t'emmerder, clairement. C'est un peu comme ça que ça marche. Et oui, nous en fait on a une autre problématique, c'est qu'on n'est pas là pour 3 jours, donc on peut pas jouer sur le fait d'être un peu à la cool le premier jour, le deuxième jour je monte un peu, le troisième jour je négocie. Nous on est là pour 6 mois à chaque fois, et pour des durées de 15 ans, donc on est super regardé, et que de toute façon, si tous les investissements que l'on fait, si on veut avoir un retour, il va falloir que ça marche, il va falloir qu'on reste ouvert. En fait, nous, on a la sécurité incendie et le son, quoi. Si ça marche pas, nos lieux fonctionnent pas. Donc, on est obligé de le prendre en compte. Ça, c'est quelque chose qu'on a pris en compte, j'allais dire très rapidement, parce que on avait déjà une expérience sur la plage à Porte de la Villette, déjà un open air, qui durait déjà 4-5 mois, et là où on a eu beaucoup de plaintes, par contre. Donc, on avait déjà cette expérience, et il s'avère que le résumé, ouais, tout le monde en a parlé, quand tu t'installes quelque part en extérieur, moi j'ai des rêves parties qui mettaient un champ de patates, du son, ça marche, c'est fini. Il faut connaître la topographie, connaître ton environnement, ça c'est le minimum avant de s'installer. Après il faut appeler des gens comme David pour tout de suite se dire comment on va travailler le son, quel type de son on va mettre, on est cardio dans quel sens, etc. etc. Alors par contre, c'est, sans vouloir être désagréable, c'est cher, c'est très très cher. C'est long, cher, enfin c'est galère quoi un peu. Il prend de la place au sol, enfin voilà, les ordinateurs, à lui tout seul, ils m'en a fait installer plus que tout mon bureau. On a été obligé d'aller voir les voisins les yeux dans les yeux avec les sondes et tout ça. Enfin, oui, c'est nous. Bonjour. bonjour. Enfin bon, voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est une prise en compte. C'est un vrai cheminement quoi. Mais qui s'avère, je pense, payant d'un côté, contraignant de l'autre, et avec un résultat qui est acceptable pour la marée chaussée, qui nous dessert quand même d'un point de vue public, faut dire ce qui est, parce que effectivement l'éducation, etc., il y a l'éducation aussi du public qui est éduqué par des professionnels. Enfin après, qui est responsable de quoi, je sais pas. Moi, je fais de la musique électro, de la techno, du hardcore, enfin voilà, tout ce qui. Oui, j'allais venir là-dessus. Ouais, ceux qui font du bruit. Enfin voilà, on fait sur pas. Sur les réactions du public. Et donc ces gens-là sont gourmands. Ils sont habitués à avoir 104 dB dans chaque oreille, parce que ailleurs c'est comme ça que ça se passe, parce qu'ils ont été bercés avec ça. J'ai rien à dire. Je viens de là, donc je suis pas en train de cracher dans la soupe. Moi aussi, j'ai mis du château, j'ai avoiné, c'est super, on est sourd, mais on s'est bien marré. Bon, ça a changé. Et pour éduquer un public qui veut mettre 20 balles en disant je vais écouter machin, ton sens, on se fait défoncer sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, faut prendre ça aussi en compte. Oui, il y a peut-être effectivement des changements un petit peu d'écoute, peut-être. On en a discuté sur un premier webinaire cette semaine, justement sur la musique enregistrée et la qualité sonore, mais qui influe aussi beaucoup sur ce qu'on peut faire en live et les habitudes d'écoute et ce qu'on produit sur nos spectateurs et nos publics. Nicolas, toi, vous avez pu faire à peu près le même constat, je crois, sur Mars Attack, justement en termes de réaction d'une part du public, mais aussi des artistes. Oui. Alors, oui, il y en a eu. Ça n'a pas été la majorité.
C'est inégal aussi en fonction de la scène. Mars Attack, donc on a traité 3 scènes cette année au niveau de l'étude d'impact et aussi avec David, parce que nous on a fait en fait, avant de lancer l'étude d'impact, on a quand même fait un design sonore avec David. Voilà, parce qu'on savait de toute façon qu'on était déjà out suite à l'édition 2021. On avait fait une étude d'impact qui valait ce qu'il valait, qui n'était pas à la hauteur des attentes. Donc voilà. Donc je dirais qu'il y a 2 scènes, l'Arena où on était sur un système cardio, genre d'arène, électro, où on n'a pas eu de retour négatif. La Prairie non plus. La plus problématique, effectivement, ça a été la main stage, la grande scène. Alors la grande scène, parce que on était sur un dispositif quand même un peu particulier, David. Alors pour le coup, celle-ci, je vais le dire, elle est orientée face au tour, face aux riverains. Donc avec David, on a bossé, surtout lui, mais il a bossé sur le fait d'essayer d'annuler toutes les basses fréquences. Donc on a repositionné une deuxième ligne de sub, 70 mètres devant, donc derrière le public, pour essayer d'annuler les ondes des premières lignes de sub et conserver ces infras au niveau de l'audience publique. Voilà. Mais pour le coup, pour les sonorisateurs, c'est vrai que c'est la scène qui a été plus compliquée, parce que je pense que nos sonorisateurs n'étaient pas prêts, parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé ensemble, main dans la main, en amont, expliquer ce qu'on allait faire, comment il fallait faire, ne surtout pas toucher les réglages, ce qu'a expliqué tout à l'heure. Et au niveau du public, alors effectivement, on est sur un site qui est tout en longueur. Donc du coup, pas tout en longueur en fait. On a quand même 60 mètres d'ouverture, mais vu qu'on travaillait sur un système très cardio, pour le coup, si on n'était plus dans l'axe de la scène, on perdait un certain nombre d'infras. Voilà. Et ça, c'est vraiment une demande forte. On voit quand même qu'aujourd'hui, on a sur beaucoup d'esthétiques, notamment celle dont on parle sur votre événement et toi sur ton lieu, sur des esthétiques quand même qui sont particulièrement chargées en basse fréquence, voire en infra. Comme le rappelait tout à l'heure Jackie, on trouve maintenant quand même des forts niveaux sonores jusque dans le 31 Hz. Or, la réglementation sonore s'arrête au 125. Donc c'est vrai qu'on est dans les clous de la réglementation, mais on ne résout pas les problématiques de voisinage. Mais sur la qualité du son, toi Arnaud, qu'est-ce qui est gênant toi sur ton lieu? C'est qu'il n'y a pas assez de puissance en termes de niveau sonore, ou qu'est-ce qui dérange le public finalement? Il y a eu plusieurs réactions. Donc il y a des gens déjà qui ont connu 2021 et 2022, et je tiens à remercier David, ils ont trouvé ça formidable. Et vraiment, moi le premier, j'ai eu des moments de solitude en 2021, qu'en 2022, ça va, je venais fier. Il s'avère qu'en fait, le côté cardioïde a été un souci, c'est-à-dire que j'ai acheté un truc qui est super directif, et on s'est retrouvé à avoir à un moment des gens qui font « mais là, il n'y a pas de son, là ». Bah ouais, c'est ce que j'ai acheté, ça. Et donc, on a été obligé de flinguer un peu son système en rajoutant un peu de son pour que la chute soit moins abrupte. Donc voilà, mais par contre, ça marche, clairement. Les gens s'en plaignaient. Et on n'arrive pas à avoir des niveaux sonores qu'on peut écouter dans un hangar, quoi. Ou dans un club fermé, Gazart, ceux qui ne connaissent pas. Ou ceux qui connaissent d'ailleurs. Oui, là ça va, tout va bien, quoi. Effectivement, les gens ont la quantité souhaitée. Et là, de toute façon, à un moment donné, on peut pas être, magicien, si peut-être un jour, je sais pas. Mais il faut quand même se rendre compte que le plein air, on aura vraiment du mal, je pense. Après, c'est mon avis. Je ne suis pas sonorisateur, je suis juste exploitant. Je pense qu'on aura clairement du mal à obtenir ce qu'on peut obtenir à l'intérieur. De toute façon, à un moment donné, pour arrêter des trucs, il faut de la masse, il faut ceci, il faut cela. Il y a bien un moment donné, ça va aller quelque part. Parce que là, on a travaillé avec David, mais on a aussi travaillé, nous, sur
l'insonorisation du lieu en plein air, ce qui paraît un peu... Hein. Moi, je suis sous un périph', donc entre les piles de périph', on a été obligé de rajouter des choses, des espèces d'insonorisation, même si ça se barre parce qu'il y a du plein air, il n'y a pas du plein air partout. Enfin, on a monté des murs, on va dire ça comme ça, pour simplifier. Et voilà, il y a un moment donné, il y aura ses limites, quoi. Voir, ça s'appelle plus du plein air. Enfin, tu es d'accord avec ça, David? Pour toi, c'est incompatible le plein air et des niveaux qui vont satisfaire l'écoute actuelle? Oui, notamment si jamais on respecte le 118. Enfin, du moins avec les technos actuels. Parce qu'effectivement, on a un compromis quand même à faire entre... On met tous les subs au plafond. Et du coup, c'est facile de respecter le 118 pour le public et d'avoir quelque chose d'homogène. Mais le problème, c'est que quand on met tous les subs au plafond, ça aide pas pour les voisins. Parce que généralement, c'est le plafond, dans les salles, c'est les plafonds qui sont les moins isolants. Et puis en plein air, si tu accroches tes subs, c'est vrai que ça marche mieux d'un point de vue écoute. C'est vrai que c'est plus homogène. Mais alors, pour les voisins, comme du coup, on sait difficilement faire de la directivité sur les systèmes accrochés, ça devient plus compliqué. Après, effectivement, là, du coup, moi, j'ai développé des systèmes qui sont en cours, qui sortiront l'année prochaine, qui permettent d'avoir des systèmes qui sont accrochés et qui sont directifs sur tous les plans, donc qui envoient plus de son ni à l'arrière ni sur les côtés. Et j'ai également un système en cours là qui permet du coup de maîtriser la portée. Et donc effectivement d'aller faire quelque chose où on est maître de l'évolution du son dans la distance, qui permet de faire homogène en quantité sur toute l'audience. Et après, tu es beaucoup plus fort qu'une décroissance normale, mais là, ça utilise quand même des process qui ne sont pas déjà standards et qui ne sont pas développés pour l'instant. On est encore dans des trucs de R&D, on a des prototypes fonctionnels, mais on n'est pas sur quelque chose de commercialisé. Oui, donc encore des innovations, on va dire, possibles, envisageables. Tu voulais ajouter quelque chose, Alexandre ? La physique, si on la comprend, il y a plein de choses qu'on peut résoudre. C'est ça. Le problème, c'est d'avoir le temps et les moyens de le faire. Voilà. Je reviens sur quelque chose qui est extrêmement juste sur la problématique des subs en l'air et au sol. Moi, je vois par exemple Rock en scène, aujourd'hui, on ne peut pas accrocher les subs en l'air parce que, d'où la scène, la charge aussi de l'accueil des festivals. Tous les groupes qui viennent, ils demandent des charges telles qu'au final, on ne peut pas accrocher. Et les écrans, etc. Voilà, ça fait partie aussi des décors. Et il s'avère que là, aujourd'hui, on va pouvoir passer. Mais la grosse crainte aujourd'hui, c'est en effet quand on monte les subs en l'air, le public nous est assuré. Donc nous, sonorisateurs, on est contents, on a une homogénéité. Et c'est là où je préfère bien pointer, c'est à partir du moment où les subs sont au sol, du coup, on n'est plus dans la sécurité du public, parce qu'on ne respectera pas, je pense, sur les main stage, je pense, avec... je pense impossible de respecter la norme avec un sub array, une ligne de sub sur un festival, ou avec la techno actuelle, ça m'a l'air extrêmement compliqué. Avec la techno actuelle, oui, on est limité au 6 dB par doublement de distance standard, et ça, on n'y peut rien. Mais après, il y a des algos qui te permettent maintenant, effectivement, d'avoir une sommation partielle devant les subs. Donc du coup, t'as pas vu que t'entends que ton sub qui est devant toi, t'entends pas ceux de côté. Donc tu arrives à faire une homogénéité avec des subs au sol. Mais une fois de plus, c'est pas sur des subs à rayonnement comme on a l'habitude dans le standard. Parce que particulièrement, je pense qu'il y a un vrai compromis. C'est pour ça que j'insiste sur nous, la place du prestataire, où il faut vraiment qu'on soit en relation avec les acousticiens, surtout l'organisateur, qu'on travaille ensemble, bien en amont. C'est pour ça que j'insiste, bien en amont. 6 mois avant, c'est pas tôt. C'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut mettre en place, c'est de la discussion. Il faut que nous, prestataires, nos équipes qu'on book, il faut qu'on les mette au courant. Il faut dire, voilà, attention, il y a une étude d'impact qui va être en œuvre. Il faut en rester. Bien sûr, ils seront payés, ils auront leur cachet. Mais voilà, par exemple, les études d'impact, c'est parfois tard. C'est un budget à prendre en compte. Moi, je vois sur beaucoup de festivals, la problématique qu'on a par rapport au plein air, c'est surtout les études d'impact qui se font pendant la journée de montage. Donc ça veut dire qu'à post-calage, l'étude d'impact se fait tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'il y a une erreur de timing, ça prend du temps. Et dans certains cas, comme à Rock en scène, il y a parfois une demande qu'à telle heure, il n'y a plus de son. Étude d'impact comprise aussi. Donc évidemment, c'est des journées qui sont extrêmement courtes. C'est là où, voilà, je pense que communication, c'est vraiment un mot qu'il faut vraiment mettre en place et qu'on se mette autour d'une table, ça paye pas de mine, mais mettre autour d'une table, dire voilà, attention, l'acousticien peut nous dire tout de suite, comme David, on fait très souvent, attention, là,
faites pas comme ça, je pense comme ça. Le design, voyez-le aussi comme ça. Tiens, on regarde, on va voir David ou un acousticien ou plusieurs ingé systèmes. On dit voilà, là on peut regarder. On a quand même la chance aujourd'hui de grâce à avoir des pensants qui ont de la technologie, comme David nous propose, où on peut aller plus loin. Donc aujourd'hui, ne cassons pas tout juste pour une erreur de communication qui est relativement bénigne, parce qu'en réalité, c'est quoi une journée juste de discussion qui peuvent éviter un nombre de problèmes qui sont incalculables, ne serait-ce que juste, par exemple, mettre la zen dans le bon sens, mais par exemple. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, en plus, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a des techniciens qui sont passionnés aussi, qui ont envie aussi de participer à ce genre de méthode, hein, de technologie. Et bien sûr, en incluant tout le monde, ça permet de changer aussi, de proposer aussi à nos mixeurs qu'on accueille, de dire attention, il y a un système qui est directif. Les ingé-systèmes américains, par exemple, qui viennent, qui ont une fâcheuse tendance à tout casser le calage et tout refaire. Dire attention, on a aussi un système qui fait de l'annulation au champ lointain, etc. Donc, ça m'a l'air un peu rébarbatif, mais la communication, c'est vraiment important. Un vrai travail de communication Ouais. en amont. Mais alors là, du coup, aussi, on parle des personnes qui vont être là sur le calage du système, sur l'accueil technique, etc. Des bureaux d'études acoustiques, bien sûr, de tout ce travail qui doit être effectué, des échanges qui doit bien y avoir en amont. Mais on oublie peut-être un petit peu alors les coûts, ça c'est clair, qui sont en train d'exploser là, du coup. Voilà, bah justement, c'était ma question, justement, Nicolas. Est-ce que tu peux, voilà, justement, nous parler un petit peu de tout ça, en fait, parce que là, on cumule plein de choses, donc des réunions, des préparations, voilà, et donc tout ça s'empile. On fait un château. Voilà. On fait un château C'est et tout est possible. Tout est possible. Alors, non, juste dans vos interlocuteurs, il faudrait rajouter les constructeurs. Hein, vraiment. Parce que je pense qu'ils ont un gros boulot à faire pour nous aider justement, nous en tant que festival, à tenir les choses. Parce que vous l'avez dit, aujourd'hui le matériel n'est pas adéquat. Alors oui, les coûts, bah oui, effectivement. L'air de la guerre. Tout ça n'est... Parce que le matériel n'est pas adéquat, du coup les coûts sont très importants. Voilà, Oui. se démultiplient. Par exemple, sur ton Un micro, s'il te plaît, c'est enregistré, David. Ah oui, pardon. Merci. Notamment sur Mars Attack, on a utilisé des substandards pour créer des fonctions du coup désirées, mais donc on en met une palanquée et on les utilise à 1/100 de leur puissance, quoi. On n'a jamais dépassé le moins 20 dBFS sur le système qu'on avait mis. Donc du coup, on en a mis, je sais plus combien. Combien 24, on en a mis en plus c'est tu veux savoir 2 lignes de 24, enfin c'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux parce que du coup, ils sont pas adaptés, donc il faut bricoler avec ce qu'on a. Ouais. Donc quand on bricole, on en met 4 pour en faire un, bah on en a perdu 3, quoi. Oui, on en a mis 36 de plus. Mais alors effectivement, les coûts, même si j'aimerais préciser quand même que c'est pas la grosse partie des coûts, le matériel, parce qu'on a eu quand même un prestataire, enfin des prestataires qui nous ont fortement accompagnés dans cette mise en place, et Agisson également, qui a pris sa part un petit peu dans la réalisation de tout ça. Voilà. Le matériel pour nous, alors la globalité a coûté à peu près 50 000 euros, 50 à 60 000 euros. Pour les 3 scènes, ouais. Ouais, pour les 3 scènes. Donc ça inclut le INS, réalisé par Jean-Paul, ça inclut l'étude en amont avec David et le suivi sur place. Ça inclut le surplus de structure, le surplus de matériel son pour pouvoir annuler tant que possible et créer de la directivité. Et ensuite, c'est le personnel. Voilà. Parce que de façon à pouvoir faire les choses, il a fallu qu'on anticipe le montage, c'est-à-dire déjà faire un montage son sur 2 jours, pour se garder une journée justement de calage, de mise en place et de relevé de mesures, de façon à ce qu'on sache la puissance admissible sur scène pour qui a été bien mise à mal par la météo d'ailleurs. Et voilà. Signaler. Et ouais, c'est ça. Il faut toujours aussi prendre en compte que effectivement nous on a pris un coup de vent ce jour-là, donc en fait on n'a pas pu faire le travail parce qu'on n'a pas pu monter les systèmes et donc du coup on a tout fait le jour de l'ouverture. Mais il n'empêche qu'on a payé les gens parce que c'était prévu. Voilà, donc
Donc c'est vrai qu'il est parti, le monsieur du ministère, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'aide, a priori, pour mettre en place tout ça. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. Nous, on n'est pas au courant, on est preneurs. Hein. On milite beaucoup chez Agisson pour ça, que ce soit auprès des ministères concernés, dont le ministère de la Culture qui était là ce matin, donc qui nous accompagne quand même, qui suit, qui a maintenant réalisé, maintenant qu'ils ont signé les textes, qui a maintenant réalisé qu'effectivement il fallait peut-être un accompagnement fort du secteur, et puis également avec le CNM, le Centre national de la musique, avec lequel nous travaillons fortement justement sur les suites et comment accompagner toute la filière. On a aussi peu parlé aussi de justement, vous avez évoqué tous les productions et les artistes, leurs sonorisateurs qui viennent. Ces gens-là sont-ils conscients de ce qu'ils produisent aussi, et de cette question justement des infras qui sont hors réglementaire certes, mais qui nous posent le plus de problèmes aujourd'hui? Moi, je trouve pas, enfin en tout cas, je pense pas qu'il y ait une prise de conscience, même si, comme tu avais pu le relever sur place, les sonorisateurs qu'on a accueillis, on leur a expliqué, ils étaient au courant un peu en amont via la fiche technique. Et donc, ils ont joué le jeu. La plupart ont joué le jeu. Certains étaient totalement perdus. Ils n'ont pris aucun plaisir à faire leur concert parce que ce n'est pas dans leurs habitudes. Certains, je pense, ont mis un peu la pression sur le sonorisateur d'accueil pour faire des modifications, ce qui a créé... Bon, voilà. Mais non, je pense que... En tout cas, le sonorisateur, lui, peut avoir cette sensibilité-là. Est-ce que l'artiste l'a ? L'artiste, en fait. Je pense qu'il faut attaquer par là. C'est-à-dire que l'artiste qui travaille tout seul dans sa chambre, aujourd'hui, qui est capable de se mettre du 32 Hz, parce qu'effectivement, il est tout seul et tout, puis ça sonne bien et tout, mais lui, il veut retrouver la même chose sur un système monstrueux. On fait comment ? Est-ce qu'il en est conscient ? Alors ça, c'est un sujet qui va être abordé demain matin, justement. Donc, voilà. Si vous avez possibilité de venir par contre, en Glazart, on va questionner justement un peu les prods et les artistes. Par contre, l'artiste, c'est sûr que lui, s'il va en devant de scène, il veut entendre exactement ce qu'il a produit dans sa chambre. Exactement. Voilà. Donc, à un moment donné... Sauf que ce qu'on produit dans sa chambre sur des petites enceintes, c'est pas tout à fait la même sur un système son énorme. D'ailleurs, à propos de petite anecdote sur les scènes, faut prendre par exemple, typiquement, on avait fait une super belle optimisation sur la partie main, donc le PA était super, et on oublie aussi les wedges, les sides, les subs sur scène, tous ces petits trucs qui me bougent toutes les 15 secondes par set, ça qui sont parfois malheureusement pas pris en compte. Et du coup, on se rend compte que par exemple, il y a un artiste qui va demander des sides avec beaucoup trop, sûrement, et avec un niveau beaucoup trop gros. Et il s'avère que du coup, là, on prend comment en compte la chose aussi. C'est ça, c'est une question que je retourne surtout à vous pour rebondir, parce que l'artiste, lui, nous, on peut faire ce qu'on veut pour l'audience, parce qu'on peut convaincre le mixeur, etc. Mais si l'artiste veut 6 subs, comme beaucoup, j'entends, pour un DJ set, ou bien des niveaux, comme sur beaucoup de fiches techniques, qui sont à des niveaux qui sont lunaires. J'ai eu des fiches techniques à 110 dBA en tout point, 115 dBA sur scène en tout point. J'ai dit, mais bien sûr, oui, on va faire ça, on va mettre des sides en K2, etc. Seul problème, c'est que du coup, moi je pense aussi aux acousticiens qui font études d'impact, qui passent des heures, avec des coûts élevés, et les mecs, ils arrivent, ils mettent leur pile de sub, et là, du coup, on se rend compte que parfois l'émergence vient aussi de ça. Absolument, c'est le problème qui était rencontré à Mars Attack. Sur Mars Attack, ça a détruit justement une des scènes qui fonctionnait la mieux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pratiquement pas d'émergence, Jean-Paul, on est d'accord ? Voilà. Donc on est d'accord. Il a l'air plus réservé quand même. Non, c'était contrôlé. Ouais. C'était contrôlé, les basses fréquences étaient vraiment très dirigées. Ouais. C'est la scène qui marchait le mieux. C'est ça. Et le problème qu'on a eu, c'est par rapport au retour. Et c'était une scène électro. Et là, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'aller sur scène et de dire à l'artiste, excuse-moi, mais il faudrait que tu baisses, parce que là, les voisins, ils se plaignent. Surtout quand il est en plein set, effectivement. Voilà. C'est là Alors, où... si on parle de... Moi, j'y pense, on en parlait justement ce matin. On va contractualiser, a priori. Je discute avec David également. Alors ça, c'est un peu délicat, c'est une idée, mais voilà, c'est d'imposer
des retours et des subs directifs, enfin des subs, pas des retours parce qu'on ne peut pas, sur des têtes, et proposer de passer les gens en IR s'ils ont vraiment besoin d'avoir un niveau de cheval dans les oreilles. Mais nous, on ne peut pas se permettre, en fait. À un moment donné, on ne va pas pouvoir se permettre de détruire tout le boulot qu'on fait et de mettre à mal les 60 000 balles qu'on balance tous les ans, là. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette discussion, mais avec toute la chaîne. C'est-à-dire que vous avez parlé pas mal de la chaîne technique, mais vraiment, je pense qu'il faut vraiment élargir ce champ et en parler avec la chaîne artistique, parce que c'est là que ça se joue. Et puis finalement, c'est pour eux. C'est pour eux. Je veux dire, le public, à un moment donné, c'est comme tout, on va réussir à l'amener à des niveaux. On va y arriver. C'est comme tout. Au début, dès qu'on nous change nos habitudes, ça nous fait on n'aime pas ça, on est français, c'est pas normal ça. Mais par contre, à force d'éducation, on y arrive. Mais par contre, moi je trouve que c'est au niveau des artistes. Au niveau des artistes qu'il va falloir travailler. Arnaud, tu voulais réagir à ça? Oui, j'entends pour le public, mais à un moment donné, c'est si tout le monde fait pareil. Voilà. Parce qu'à un moment donné, dans nos esthétiques, il y a différents types de production. Je ne vais pas la refaire ici. Voilà. Chacun fait sa vie. Non, mais il y a des gens qui ont un cabis et d'autres non. Quoi. Voilà, point. Et quelqu'un veut des détails. Et c'est tout. Et on est en concurrence clairement avec ça. Donc à un moment donné, je ne suis pas là pour défoncer les gens qui font des teufs, mais juste avoir une réalité, c'est qu'un mec qui va dans des teufs tous les week-ends et qui vient dans ton lieu le 3e week-end, il fait putain, il y a un son de merde. C'est tout. Oui. Enfin, voilà, je veux pas être pessimiste. La possibilité, oui, moi, que certains retournent vers l'underground, mais effectivement, après avec d'autres problématiques. Voilà. Mais c'est même pas qu'ils aillent dans l'underground, ils vont naviguer partout. Oui. Et donc du coup, qu'est-ce que t'es fait? T'es tenté de t'aligner sur ce qu'ils demandent, parce que l'artiste, l'artiste, il va faire je veux pas passer pour un con, ou alors je vais pas venir dans ta boîte, parce que moi ici le son ne me convient pas. Je veux que le mec en face, je lui décolle la pulpe quand je mets quelque chose. Donc il va dire non, je vais ailleurs. Voilà. Donc on a beau contractualité ce qu'on veut. À un moment donné, alors mis à part si on met des cadenas partout, comme j'ai vu, c'est possible. Mais il va taper avec les coudes dans les potards pour que ça monte, quoi. Enfin voilà, quoi. Et si je rebondis, c'est aussi la pression qui sont mis sur souvent l'accueil, qui est importante. Parce que même si nous on fait des super formations, etc. en interne pour nos équipes, souvent. Quand c'est pas dealé ou c'est pas clair, il y a une grosse pression qui est mise sur le caleur ou sur l'accueil, et du coup, par peur, par crainte que l'annulation se fasse ou qu'il n'y ait pas de show, parce qu'on est tombé sur des Américains parfois à la Villette, ils se disent non, moi je joue pas, je coupe tout. Et là du coup, les mecs disent je sais pas trop quoi dire. Donc évidemment, c'est aussi ça, faut que ça soit. C'est pour ça ça serait bien que ça soit un deal qui soit clair, parce que nous, on ne fait qu'appliquer ce qu'on nous demande derrière. C'est-à-dire, voilà, si on nous dit, nous, prestataires, attention, l'accueil, c'est ça, 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 nous, on dit, voilà, c'est ça. Après, s'il y a un problème, vous discutez avec la production, ou entre vous, en tout cas, entre les prods. Il ne faut pas mettre sur les épaules du caleur système toute cette pression qui n'a pas à prendre en compte. Non, il y a une nécessité d'impliquer l'ensemble de la chaîne et que chacun, à son niveau, prenne ses responsabilités. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? On va prendre une ou deux questions maxi. Je vais vous prendre un micro, hop, parce que comme c'est enregistré. Qu'est-ce que vous avez fait comme aménagement structurel de scénographie pour absorber au kilomètre 25, justement? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plein de choses. Déjà, quand on a monté le lieu, l'esthétique du lieu est due au fait qu'on a voulu s'emmurer un peu, parce qu'il y avait déjà eu des soucis avec nos voisins les plus proches, qui faisaient déjà des nuisances sonores. Donc et quand on s'est installé, on nous a dit oh là là, le quartier c'est devenu un truc de dingue. Donc on a posé ça comme ça, c'est-à-dire que la tête du kilomètre 25 est conçue entre guillemets pour faire un mur avec des containers, et tous ces containers sont recouverts d'absorbants, de petits murs, on va dire une couche qui se veut absorbante, qui casse le bruit, qui casse le son, de manière à ce que ce soit pas un truc plat qui rebondisse aussi dans tous les sens, parce qu'on a du béton partout qu'on ne peut pas toucher. On n'a absolument pas le droit de mettre une vis dans le béton. Donc tout ce qu'on a fait est juste
quand ça touche, c'est mis en pression. Enfin, on a été obligé de trouver des solutions aussi de travers parce qu'on peut pas mettre une vis. Et donc on a fait ça et on a mis pas mal d'absorbants et de murs les uns derrière les autres. En gros, enfin, on a joué la couche, quoi. On n'a pas fait vraiment de masse. Oui, si jamais on reprend purement technique, pour isoler les médiums aigus et les graves, on a tenté des murs en visant la double couche, la double paroi avec une grosse lame d'air, pour essayer de cumuler un peu les absorptions. Et dans les basses, on a fait de la directivité. Parce que dans les basses, les murs qu'on a montés, ils ne changent rien du tout. Donc, par contre, pour tout ce qui est bas médium et tout ça, le mur permet... le bas médium est contrôlé par les murs. Donc jusqu'à 125, c'est la directivité qui maîtrise. Donc on a été obligé pour ça d'aller faire des enceintes spécifiques pour compléter parce que c'était du DNB qui était en haut, mais du coup c'était totalement omni dans les graves. Donc on a été obligé d'aller compléter les enceintes DNB pour faire en sorte que les DNB deviennent directives. Jusqu'à 160 à peu près. Donc on est directif jusqu'à 160 et après c'est les aménagements qui font le boulot au-delà de 160. Oui, donc chaque cas est unique, on note. Est-ce qu'il y a une autre dernière question ? C'est unique et c'est global. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas tout résolu, tu n'as rien résolu. Oui, bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, les solutions sont uniques par lieu, on va dire, et par événement. Bonjour. Moi, ce que je voulais savoir tout à l'heure, vous parliez d'émergence de 3 dB chez le voisin. Je n'ai pas assisté à tout, donc voilà. Est-ce que les 3 dB qu'on parle, c'est sur du LUQ ou sur du pic ? C'est du lec. Maintenant, quand tu ne veux pas avoir d'ennui avec les voisins, tu le regardes à la seconde. Là, par exemple, sur le kilomètre 25, on est à 2 dB d'émergence à 63 et à 1 dB à 125. On est largement en dessous la réglementation, mais on s'est calé à l'absence d'auditibilité pour qu'il ne soit plus emmerdé complètement. Donc ça nous a fait perdre, par rapport à ce qu'on pourrait faire d'un point de vue réglementaire, on perd 6-7 dB, ce qui pour lui serait une vraie grosse différence, mais qui aurait fait qu'on continue à avoir des plaintes. Or là, l'objectif n'était pas d'être juste réglementaire, c'était d'arrêter les plaintes pour que son lieu soit pérenne. Donc comme on n'est pas loin, on est à 300-400 mètres, du coup ça demande quand même à y aller un petit peu, parce que ça se fait pas en soufflant dessus. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos interventions.